Bonjour. Aujourd'hui, l'actualité diplomatique, la politique étrangère d'abord. Chine-États-Unis, le grand bond l'un vers l'autre, un rapprochement qui n'est pas goûté par tout le monde, que ce soit en Asie ou ailleurs. Ainsi, ce matin, premier commentaire de la part des maquisards du Viet Cong, du GRP, gouvernement révolutionnaire provisoire, par l'intermédiaire de sa radio. Il est stupide et fou de garder, comme Nixon, l'illusion qu'on peut utiliser la puissance des grandes nations pour imposer ses décisions aux petites. Le Viet Cong, autrement dit, ne se laissera imposer aucun règlement par les grands auxquels il ne serait pas associé et pleinement associé sans aucune réserve. Pour les gens d'image, un signe de cette détente, de l'ouverture générale de la Chine sur l'extérieur. L'agence anglaise Viz News, agence distributrice de reportages de films pour la télévision, a conclu un contrat pour la diffusion de certains reportages que lui fournira régulièrement maintenant Pékin. Et voici les premières images à nous parvenir par ce canal, celle de l'immense salle du peuple à Pékin il y a quelques jours, pour le 10e anniversaire de la signature du traité d'amitié sino-coréen. 10 000 personnes présentes, le Premier ministre Chou En-lai ici à droite sur l'image, aux côtés des délégués nord-coréens, l'affirmation de l'importance de l'amitié entre les deux pays pour la défense de la paix dans le monde, mais beaucoup de chemin à faire avant que semblables manifestations de masse puissent se célébrer à Pékin ou ailleurs, l'amitié sino-américaine. Le dégel entre Pékin et Washington ne fait que s'amorcer, et voilà pourtant que déjà on parle de propositions qui viendraient de Pékin. On dit qu'au nom du président Mao, le Premier ministre Chou En-lai vient de soumettre aux Américains un plan en 8 points. Enfin, pour l'instant, il s'agit de 8 points de séparation entre les deux pays, notamment le problème de l'évacuation de Formose par les Américains, le retrait des troupes américaines d'Indochine, le danger du militarisme japonais que Pékin croit voir renaître. On en parlera dans les mois qui viennent, mais il faut bien préciser que ce ne sont pas là des conditions mises par la Chine à la reprise du dialogue avec les États-Unis, c'est une énumération des problèmes qu'il faut résoudre pour normaliser les relations des deux pays, si possible avant la visite du président américain en Chine populaire. Rien ne dit bien sûr que ce sera facile. Pas facile non plus pour Hussein de Jordanie de justifier sa position actuelle, l'élimination des Palestiniens par son armée et les dures et longues journées de combat qui viennent d'opposer les hommes d'Hussein à ceux d'Yasser Arafat. Le roi se prépare à effectuer une tournée des pays voisins qui lui sont favorables, ceci à partir de dimanche. Il va se rendre en Iran, en Arabie Saoudite et dans le Golfe Persique, dans plusieurs émirats. Les autres pays du secteur, qui sont membres du pacte de Tripoli, c'est-à-dire l'Égypte, la Libye, la Syrie, le Soudan, se sont consultés après la rupture par Hussein des accords signés en 1970 par lui-même avec les Palestiniens, accords qui étaient garantis par ces 4 puissances. Le roi Hussein, si l'on en croit le quotidien quasi officiel du Caire Al-Aram, le roi Hussein, pour ces 4 pays, vient de commettre un horrible crime organisé de connivence avec les États-Unis, encore eux. Il faut réagir. Les Libyens proposeraient même d'intervenir par la force contre la Jordanie, contre le roi Hussein. Image reçue d'Israël et commentée par Jean-Pierre Anquiri, la fuite des Palestiniens. Ce quart de tourisme israélien arrivant devant le gouvernorat militaire de Naplouse, en Cisjordanie occupée, transporte des commandos palestiniens capturés au passage du Jourdain alors qu'ils fuyaient les troupes du roi Hussein. Plus de 70 fédéines ont dû se rendre ainsi aux forces israéliennes. Les yeux bandés, les mains liées derrière le dos, ceux-ci ont trouvé à Naplouse une prison provisoire. Hébétés par le manque de sommeil, par la fatigue et la faim, ils ont, au cours de leur interrogatoire, raconté les péripéties du combat implacable que leur a livré l'armée jordanienne. Dans ce même secteur du monde, un changement à la tête du Soudan. Yafar Noumeiri, dont voici une photographie, général, depuis 2 ans maître du plus vaste pays d'Afrique, 5 fois la France. Noumeiri donc a été renversé hier soir par un colonel nommé Osman et un commandant nommé El Atta, considérés tous deux comme étant plus à gauche que celui qu'il remplace. Applaudi, porté en triomphe par la population de Khartoum, tel apparaissait sur ce document le 9 juin dernier le président Noumeiri qui vient d'être destitué. Dans quelques jours sans doute, lorsque les premiers reportages du Soudan nous parviendront, nous vous montrerons cette même foule acclamant les nouveaux chefs du pays, le major El Atta ou M. Wabikr El-Nour. Depuis leur accession à l'indépendance en 1956, les Soudanais ont quelques raisons de s'adapter à l'instabilité.
Régime militaire en 58, timide essai de régime parlementaire en 64, putsch en 67, coup d'état du général Limeri en 69, reputsch dans la soirée d'hier, l'ordre n'a pas souvent régné à Khartoum. Nouvelle de France, le feu, les premiers feux importants de l'été en Corse, eh bien, c'est terminé. Ces premiers foyers sont éteints depuis midi. Sur notre carte représentant la Corse, vous voyez les principaux foyers. Les flammes s'étendaient sur un front d'une dizaine de kilomètres et 1800 hectares de maquis et de pinèdes ont été détruits. 500 hommes, dont 200 légionnaires, luttent depuis dimanche contre cet incendie dans la région de Porto Vecchio. Les flammes, attisées par de fortes rafales de vent, soufflant par endroits à 100 km/h, ont détruit hier des bungalows, des caravanes et des tentes. Près de 1000 personnes ont été évacuées du village de Lecce, ainsi que de nombreux campings en bordure de mer et d'un camp de naturistes. Aucune victime n'a été signalée, mais on est inquiet pour les campeurs isolés. 3 Canadair de la base de Marignane sont venus épauler les appareils basés à Solenzara. Ce matin, le vent ne s'était pas encore levé. Profitant de cette accalmie, les Canadair sont tous en l'air et ils ne cessent de déverser des tonnes d'eau sur les foyers. Sauf reprise du vent, les sauveteurs s'estiment maintenant maîtres de la situation. L'année dernière, le bilan des incendies en forêt en Corse avait été particulièrement lourd, 25 000 hectares détruits. À ce que nous disait Michel Toulouse, ajoutons que, attisés par un Mistral assez fort, quelques petits foyers ont été combattus et maîtrisés pourtant hier en Provence, à Porquerolles et dans le Var notamment. L'immobilier, 10 inculpations au total dans l'affaire de la garantie foncière, et cela depuis hier après-midi. Le juge Chevalier a en effet allongé la liste des inculpés, ajoutant 8 noms à ceux des époux Frinkel. Ces derniers sont incarcérés, mais notons que les 8 inculpés d'hier ont été laissés en liberté actuellement. Parmi eux, M. Rive-Henry, député UDR du 19e arrondissement de Paris, ancien président de la Cofragim, société gérante de la garantie foncière. M. Rive-Henry qui définissait ainsi, il y a quelques mois, les possibilités d'extension de ces affaires. Les provinces de France, et il y a encore beaucoup de bas de laine, comme vous le dites, et je crois que si ces bas de laine s'ouvraient, pour l'épargne en général, il y aurait de quoi très facilement faire, en dehors de l'État, le budget de la France. Le député est inculpé pour abus de confiance, complicité d'abus de biens sociaux et escroquerie. Il a choisi pour avocat Maître Tixier-Vignancourt. Autre nouvelle de France, secteur social, la grève de la faim de 8 membres du Sidinati du Finistère, dans l'église de Plonévez-Faou, est maintenant terminée. Ces commerçants protestaient contre une condamnation de certains de leurs collègues par un tribunal de Brest. Ils feront appel au président de la République qui va se rendre en Bretagne dans quelques jours. En Nouvelle-Calédonie, grève générale de 3 jours pour protester contre la vie chère. Secteur privé et fonctionnaires participent à ce mouvement. Navigation aérienne, attention, les 23 et 24 juillet, les contrôleurs de la navigation aérienne, tout au moins certains d'entre eux, ils n'ont pas le droit de grève en vertu d'accords et d'une loi qui a été passée en 1964, mais ils entendent ralentir le trafic. Il s'agit des syndicats de tendance CGT et CFTC. Ils veulent une amélioration des conditions de travail, une amélioration matérielle aussi. Donc 23 et 24 juillet sur les aéroports, au départ des avions de France, écoulement difficile à prévoir. L'avion d'affaires, pas à la portée de tous, mais très pratique pour ceux qui peuvent se permettre de l'utiliser. Une enquête sur ses possibilités et ses prix. Ils sont de plus en plus nombreux en France à agir comme lui. La France est devenue en effet le 2e pays au monde après les États-Unis pour le nombre d'avions utilisés en dehors des lignes régulières. Ce chef d'entreprise internationale de travaux publics s'est adressé au Bourget à l'une des quelques 35 compagnies françaises d'avions-taxi. Pourquoi un avion-taxi plutôt qu'un avion de ligne? Eh bien, ce PDG a ainsi à sa portée, rien que pour la France, 307 aérodromes, dont 68 accessibles par tout temps, et d'autres raisons encore. Je prends un avion privé pour aller vite et pour être libre de mon horaire et pour être libre de mon itinéraire. Exemple, il m'arrive souvent d'aller à Lisbonne pour une conférence avec le gouvernement portugais qui dure 4 heures. Si je prends la ligne, je perds 3 jours. Si je prends cet avion, je le fais dans la journée. Autre exemple,
J'avais l'année dernière 3 chantiers en Angleterre, parcours en étoile, 5 jours pour le faire par les moyens conventionnels, une journée avec cet appareil. Et je pense que cela vous coûte très cher. Cela coûte effectivement plus cher que la ligne, et en gros, on peut dire que pour un Learjet dans lequel nous sommes, avec une utilisation de 4 passagers, ce qui est une utilisation assez courante, on arrive, comme prix de revient, tous éléments compris, à 1,6 fois la ligne en première classe. Pour ce Learjet, il faut compter 3 900 francs par jour, plus 400 francs de frais d'hôtel pour l'équipage et 1 500 francs par heure de vol. Il est recommandé de partager les frais. L'investissement initial est en effet élevé. C'est la raison pour laquelle nous avons développé une formule de copropriété qui permet à différentes entreprises de se grouper sur un même appareil et d'avoir ainsi la possibilité de voler un nombre d'heures de vol d'équilibre avec leur utilisation. Ce qui coûte aussi fort cher, bien entendu, dans ces appareils, c'est leur entretien, la façon de les exploiter, qui est exactement équivalente aux avions de ligne. Est-ce qu'on a aussi la même sécurité que sur un avion de ligne? La sécurité est la règle d'or de tout transporteur aérien digne de ce nom. Les règles sont exactement les mêmes, les contrôles sont exactement les mêmes, les qualifications des pilotes sont exactement les mêmes. L'appareil que vous voyez ici, allez-y Dédé, allez-y, montez, pardon. Les appareils que vous voyez ici volent en fait à des altitudes élevées, qui sont de l'ordre de 13 à 14 000 mètres, croisent à des vitesses de l'ordre de 0,80, 0,82 de Mach, c'est-à-dire exactement équivalent, 8 à 900 km à l'heure, c'est-à-dire très exactement des vitesses équivalentes et des altitudes équivalentes à celles des Boeing ou des Douglas DC-8. Un avion prêt à tous les instants, cela permet également les missions exceptionnelles comme l'évacuation sanitaire pour le compte de compagnies d'assurance. Eh bien, nous venons d'arriver de Brive-la-Gaillarde. Nous avons mis 1h40 environ. À combien nous est revenu le vol? Bon, le vol est revenu entre 300 et 325 francs. Tout compris, l'assurance? Tout compris, l'assurance, l'entretien, le prix de l'essence et l'amortissement de l'avion. Bien, mais alors, à quel usage peut être destiné cet avion? Aux hommes d'affaires pressés? Surtout un avion destiné aux hommes d'affaires pressés, aux représentants, aux docteurs. Oui, il faut dire que nous sommes partis de Brive-la-Gaillarde, mais nous pouvons partir d'à peu près n'importe où. N'importe où, c'est absolument n'importe où. Il suffit de quoi pour cela? Au point de vue équipement, l'avion est équipé comme un avion de ligne, et au point de vue terrain, aucune restriction en ce qui concerne la longueur des terrains. Il y a une chose qui m'a surpris, c'est que 325 francs, nous sommes deux pourtant, c'est pas cher du tout. Non, c'est un avion c'est justement l'avantage de l'appareil, c'est un avion qui a été conçu pour aller très très vite et qui est malgré tout très économique. Si vous ne craignez pas de rester classique, vous pourrez vous satisfaire des 300 km à l'heure offerts par des bimoteurs de 4 à 6 places à partir de 1 750 francs par jour, plus 550 francs l'heure de vol. Mais une aristocratie de voyageurs justifie l'existence d'une véritable flotte de 10 Mystère 20 Jet Falcon. Qui prend des jets comme celui-ci? Qui prend des Mystère 20? Eh bien, principalement des hommes d'affaires, mais pas uniquement pour des raisons professionnelles, pour des déplacements personnels également. Et les déplacements professionnels sont de deux ordres, des voyages de visiteurs, de clients, et pour la moitié à peu près de notre activité, pour des actions de relations publiques. Et vous louez aussi des avions comme ceux-là pour les gens que l'on appelle ceux de la Jet Set ou de la Jet Society, c'est-à-dire les gens qui ont une certaine fortune, quoi. Oui, assurément, pour passer des week-ends, pour faire des déplacements de vacances. Il n'est pas rare qu'on fasse des déplacements pour un très petit nombre de personnes. Qui vont à la chasse ou qui vont se baigner. La chasse est assez fréquentée, ou pour aller vers les pays du soleil. Toutes les occasions sont bonnes pour se déplacer très rapidement.
La vitesse n'exclut pas, vous en conviendrez, un certain art de voyager. Transport par rail. En général, quand on parle de l'amélioration du confort à la SNCF, il s'agit très souvent de la première classe, eh bien, on se préoccupe également de l'amélioration du confort pour les deuxièmes classes, une amélioration qui sera progressive. Ce matin, à Paris, on présente les maquettes de nouveaux compartiments, 6 voyageurs par compartiment au lieu de 8. Oui, quelques images pour ceux qui ne partent pas de suite en vacances. En effet, la SNCF leur offre la possibilité de prendre le train sans toutefois quitter Paris. Il suffit pour cela de se rendre gare Montparnasse, où sont exposées 2 maquettes grandeur nature des nouveaux compartiments de seconde classe. Ces nouveaux compartiments n'offriront désormais que 6 places au lieu de 8 précédemment, confort accru donc pour le voyageur. Notons cependant que ce que le voyageur gagne en largeur, la SNCF le récupère en longueur, car il y aura 11 compartiments dans les voitures de deuxième classe, ce qui fait que les futures secondes classes seront malgré tout moins spacieuses que les actuelles premières classes, puisqu'il n'y a que 8 compartiments en première. Notons qu'à la gare Montparnasse, la SNCF présente 2 types de décoration, l'un classique, l'autre moderne. Après consultation des visiteurs, la fabrication de série pourra commencer. Première mise en circulation dès 1972. Nouvelle de Paris, contestation de la police dans le 13e arrondissement. 46 locataires d'un immeuble protestent par pétition contre l'intervention jugée selon eux trop brutale de policiers pour faire évacuer une pelouse sur laquelle des adolescents prenaient le soleil, une pelouse qui était interdite. Les parents de 4 jeunes gens interrogés par la police portent plainte. Nous en venons aux nouvelles sportives qui sont peu nombreuses. Il y en a une qui va intéresser les Messins et les amateurs de football en général. Nestor Combin, dont voici la photographie, après un exil de 7 à 8 ans en Italie, va revenir en France. En effet, l'accord a été signé à Nice hier pour le transfert du joueur de Milan à Metz pour une somme qui n'est pas divulguée. Rappelons que Combin était parti de Lyon il y a 7-8 ans. Il avait joué sous les couleurs rouges et noires de Milan, mais aussi sous les couleurs blanches et noires de la Juventus de Turin. On va le retrouver sur les stades de France la saison prochaine. Les statistiques aussi en ce qui concerne les sports. 5 236 000 licenciés, dont plus de 4 millions d'hommes et plus d'1 million de femmes, groupés au sein de 83 000 clubs ou associations. Telles sont les statistiques sportives établies par le secrétariat à la jeunesse et au sport pour 70. C'est le football qui occupe toujours et largement la première place avec près de 700 000 licenciés, ce qui représente une augmentation de 7% sur 1969. À la deuxième place, surprise, le ski, 580 000 licenciés. Je suppose que dans ce chiffre, il y a bien entendu tous ceux qui ne skient que 10 ou 15 jours par an, mais qui prennent une assurance et qui donc sont considérés comme licenciés. Vous voyez aussi la forte progression des judokas et des tennismen. Il faut signaler que la natation aussi a gagné près de 6 000 licenciés, ils sont 68 000 en 70. Le rugby, de tous les sports, est celui qui enregistre la plus forte progression, plus de 74 000 licenciés cette année, c'est-à-dire un gain de 31% par rapport, cette année 70, un gain de 31% par rapport à l'année 69. Hausse également dans le domaine financier, une hausse qui inquiète, à propos de laquelle on se pose des questions, celle du métal jaune à la Bourse de Paris. Oui, Jean Lanzy, petite fièvre hier, eh bien la fièvre est retombée aujourd'hui. Le lingot qui valait 7300 vaut aujourd'hui 7280. Voici les cours authentifiés par l'image. Le Napoléon qui cotait 61 est revenu à 60 francs 80. Alors bien sûr, il y a toujours des rumeurs quand il y a un peu une hausse de la température du métal jaune. Notamment de Suisse, on a fait répandre le bruit que les États-Unis pourraient interdire les ventes d'or aux grandes banques centrales, aux grandes banques nationales comme la Banque de France ou la Banque d'Allemagne. Tout ceci, il s'agit de rumeurs, et il ne semble pas qu'il y ait un soupçon de vérité dans une décision qui engagerait beaucoup l'avenir pour les États-Unis. En ce qui concerne les valeurs françaises, eh bien, disons que les valeurs ont été assez chaotées aujourd'hui. Il y a des baisses, quelques petites valeurs qui montent, mais dans l'ensemble, c'est l'effritement. En ce qui concerne les valeurs anglaises, par contre, il y a un petit vent d'optimisme, car le gouvernement britannique vient de pratiquer une politique de relance économique.
Valeurs américaines, eh bien, elles restent assez méfiantes, assez prudentes. On ne croit pas, enfin pour l'instant, au mérite d'un dialogue entre Washington et Pékin. À vous, Jean Lanzy. Eh bien, nous avons bouclé la boucle. Voilà l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Il est 13h20. Maintenant, pendant 30 minutes, vous allez suivre, si vous le désirez, Télévillage. Et puis, à 13h50, nous retrouverons Gérard Vidalange pour les cours, qui seront presque les cours de clôture de la Bourse de Paris. En 1957, les agriculteurs français avaient acheté 110 000 tracteurs. C'était l'âge d'or pour les fabricants de matériel. Malheureusement, pour ces fabricants, l'âge d'or n'a pas duré. Depuis 1957, pratiquement, les ventes n'ont pas cessé de décliner. En 1970, c'est-à-dire l'an dernier, il ne s'est vendu en France que 66 000 tracteurs. 66 000 tracteurs plus puissants, certes, que ceux de 1957, mais enfin 66 000 tracteurs quand même. Et ce qui est vrai des tracteurs l'est aussi des moissonneuses-batteuses. Et pour fixer les idées, disons que pendant que les ventes de tracteurs diminuaient en 13 ans de moitié en nombre, les ventes de voitures particulières, elles, doublaient. Alors, pourquoi cette crise du machinisme agricole, une crise qui n'est d'ailleurs pas limitée à la France? Un agriculteur de la Sarthe nous explique ses difficultés. Encore un gagnant pour un cadeau, monsieur. Alors, numéro 10, monsieur, je vais regarder tout de suite. 10 quoi, c'est un film ou quoi? Ah bon? 10, sport. Attendez. 10, comment vous dites? Jean-Jacques Touillon, votre prénom? Jean-Pierre. Bravo, Jean-Pierre. C'est exact. C'est gagné, Jean-Pierre. Alors, ce que je serais intéressé, c'est de pouvoir récolter une herbe préfamée, disons légèrement séchée, avec une machine qui puisse me le ramasser par terre et le broyer convenablement. Oui. Notez bien que ça existe avec un pick-up. Oui. Et en ce qui concerne la foire, hein, les commerçants auraient souhaité faire plus d'affaires qu'il s'en est réalisé, quoi. Non seulement à cause du temps, ça c'est autre chose, mais par des clients qui ne sont pas venus assez nombreux pour nous signer des bonnes commandes. Cette année, M. Langlais n'a pas acheté de machine. Nous l'avons retrouvé à 40 km de Tours, à Lusseau, petite commune du sud de la Sarthe dont il est le maire. Sa fille Marlène y va à l'école. Vous avez combien d'hectares? Il y a 30 hectares maintenant ici sur l'exploitation. Il y a 26 hectares de la ferme et puis j'ai encore 4 hectares de terre en location. Mais autant qu'auparavant, c'était aussi grand? Oui, mais alors divisé en deux exploitations. En 1967, 1968 plutôt, j'ai acheté l'exploitation. Alors pour moi, ça va poser des tas de problèmes parce qu'il a fallu que je réforme toutes ces... Enfin, il y avait des structures qui étaient très mauvaises, quoi. Mon logement était en haut, je devais descendre ici en bas, plus bas pour les animaux, faire tout mon travail. Et j'emploie plus du tout de personnel. Mais j'ai la chance d'avoir avec moi de grands enfants qui, tout en continuant leur cours, m'aident temporairement, quoi. Ces cours sont parfois donnés sur le terrain. Et ce matin, précisément, M. Dupré avait choisi la ferme de M. Langlais. Alors l'écurie, il y a encore un cheval? Non. Il n'y a plus de chevaux. Alors tous ces bâtiments-là, si ça se trouve, bah si, le hangar, il est devenu le garage de la voiture. C'est l'évolution normale.
Donc pour remplacer le personnel, vous êtes obligé d'acheter des machines. Absolument. De se moderniser, de se mécaniser au maximum, quoi. Je crois que ça pose pas mal de problèmes, de difficultés. Le premier achat que vous êtes obligé de faire, c'était... Oh, ben, ça a été le tracteur, vous savez déjà. C'était le tracteur, ça c'était indispensable, on ne peut pratiquement pas s'en passer. Est-ce que vous avez constaté aussi que chez vous, qu'on avait tendance à passer d'un tracteur petit à un plus grand et toujours un plus grand? On a commencé avec un 22, le deuxième c'était un 32, puis maintenant on est rendu à 50 chevaux. Ouais. Et chez toi? C'est pareil. Puis même, et toi? le prochain, ça sera certainement encore plus grand. S'il y en a. Quand on s'engage dans l'achat d'un gros tracteur, il faut penser aussi à changer le matériel qui vient derrière. Et ça augmente considérablement le prix du tracteur. Non, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'il faut aussi changer les méthodes de travail. Il faut aussi changer de spéculation. Par exemple, il faut plus faire 36 cultures différentes, 36 cultures fourragères différentes. Là, vous en êtes venu à quoi, vous, par exemple? Nous, maïs et puis vaches laitières. Vous avez combien de vaches, là? J'en ai 12 laitières actuellement, là. Alors j'ai des élèves dans un autre pré, là j'en ai 8 qui vont entrer en service dans les 2 ans à venir, quoi, disons. Mais je voudrais augmenter mon troupeau le plus rapidement possible. Parce que pour moi, quand même, c'est la meilleure source de rentabilité que j'ai sur l'exploitation. Ouais. Dans notre secteur, ici sur la commune de Lusseau, la moyenne d'exploitation est d'environ 25 hectares. Alors il n'est pas possible à chaque agriculteur d'acheter tout le matériel nécessaire à son exploitation. Ça demanderait des investissements qui seraient beaucoup trop onéreux, qui ne pourraient pas rentabiliser. Ça nous oblige donc à avoir recours à l'entraide sous différentes formes. Vous savez, la plupart du temps, il y a énormément d'entraide. Elle se fait même sans aucune forme juridique quelconque. Tout est devenu collectif aujourd'hui. Moi, je ne sais pas, le travail comme les décisions, on ne peut plus rien faire sur le plan individuel. Quel est le coût moyen d'un tracteur de cette puissance? 2,5 millions. Facile, hein? Bientôt 3 millions. Et vous comptez l'amortissement sur combien de temps? Sur 5 ans. Ah oui, il faut amortir très rapidement parce que vous savez que le progrès des techniques avance tellement vite maintenant qu'on est obligé d'amortir sur un temps relativement court. Sans ça, le matériel est dépassé, il y a toujours des techniques nouvelles qui arrivent sur le marché. Bon. La CUMA, c'est une association où chacun, pour acheter du matériel, a versé des parts correspondantes aux prévisions qu'il ferait du matériel à acheter. Et puis, par l'intermédiaire du Crédit Agricole, nous avons obtenu des fonds. 70%, je crois, de la valeur du matériel qui n'était prêté par le Crédit Agricole pour financer celui-ci. Parce que nous avons des remboursements, c'est bien déterminé chaque année à faire. Il faut donc diviser le montant du remboursement par le nombre d'heures de travail effectives de chacun. En fin d'année, nous comptabilisons. Nous avons donc le total des heures reçues données. Et puis, chacun, enfin, c'est une convenance que nous avons entre nous, s'engage par avance à rendre le temps qu'il a perçu en trop au camarade qui, lui, en somme, est créancier des heures de travail du groupe. Ça se fait bon sous n'importe quelle forme, mais jamais en espèces. C'est toujours en nature. Donc, ce sera peut-être avec une presse à foin l'année prochaine, même 96. Moi, c'est mon cas. Par exemple, j'ai acheté un camp de piqueur, un matériel de récolte pour le maïs en épi. Je peux rendre du temps avec ce matériel. Un autre, ce sera possible avec une tronçonneuse ou une fourche à fumier. Vous voyez, n'importe quel genre de matériel. Toujours un remboursement en nature. Alors nous nous efforçons donc d'être tous équitables les uns envers les autres, afin que chacun y contribue pour une part qui soit au moins égale, à peu près égale à celle de l'autre.
ce progrès, cette accélération du progrès, elle s'est faite d'une manière assez brusque, si vous voulez. C'est démarré d'un seul coup, quoi, il y a bientôt une quinzaine d'années. Et les gens qui, tout de suite au démarrage, ne l'ont pas fait, se sont pas lancés dans cette course, eh bien, ont été dépassés, ils se trouvent un peu déphasés, puis maintenant hésitent à faire des investissements considérables pour... ils préfèrent, bon, je crois, aller jusqu'à l'âge de la retraite avec leurs moyens. Tenir comme ils peuvent. Et tenir comme ils peuvent. Mais vous savez, de toute façon, leur situation n'est pas bien plus empirique que nous. Il y a des gens qui travaillent avec leurs chevaux, et je crois que ils sont peut-être pas dans une aussi bonne situation financière que nous, parce que nous, moi je vous avoue franchement que nous avons dû, pour investir, pour acheter, accepter de lourdes charges. Et vous endetter. Nous endetter. Ah oui, ça c'est... faut pas hésiter à le dire. Est-ce qu'on peut s'endetter? Je veux dire, est-ce qu'on peut emprunter facilement? Vous savez, on peut emprunter facilement, c'est exagéré. On peut emprunter. Seulement, ça se conçoit, il y a des limites à tout, c'est bien sûr, parce que lorsqu'on va au Crédit Agricole, vous savez, aujourd'hui, ils sont très difficiles. Ils vous demandent presque un bilan financier de toute l'activité, de votre activité, de votre exploitation, et on vous prête suivant vos possibilités quand même, et puis suivant vos moyens aussi, parce que naturellement si vous êtes riche d'avance ça va très bien, ou si vous avez possibilité de trouver des cautions qui ont les moyens aussi, ça va encore assez bien. Seulement beaucoup de gens n'ont pas toujours cette facilité et sont très ennuyés. Si tout le monde est pareil, par ici, de toute manière, ça c'est la surface, tu vois. Puis les fonds aussi. Puis les fonds. Mais enfin, quand même, aujourd'hui, celui qui a ses examens, il peut quand même avoir des fonds plus facilement et des prêts. Il faut les rembourser aussi. Oui, d'accord. Je me suis installé l'année dernière, moi. Ben, je sais comment ça fait. Tu t'es installé comment? Ben, j'ai remplacé mon père. Puis Crédit Agricole m'a fait mon plein d'installation. Mais il a fallu que vous rachetiez une partie des terres? Ah non, on est en location. En location. Il faut acheter le matériel, cheptel, tout. Et puis quand le matériel sera remboursé, il faudra recommencer. Parce que c'est usé. L'exploitant actuellement trouve des terres à louer. Lorsqu'il agrandit son exploitation, la plupart du temps, on n'achète pas de matériel parce qu'il a déjà justement à son service un matériel adapté pour faire travailler des surfaces plus grandes que celles qu'il a. Alors pourquoi cette mévente des tracteurs? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités du jour, M. Joseph Zermati, qui est le secrétaire général de la Fédération des CUMA, c'est-à-dire des coopératives d'utilisation du matériel agricole en commun, et Jean Cochet, qui est lui le directeur de l'École supérieure des ingénieurs et techniciens pour l'agriculture. Alors je dirais tout de suite que nous souhaitions avoir un troisième invité aujourd'hui, le représentant des constructeurs. Le représentant des constructeurs n'a pas voulu, a estimé qu'il ne pouvait pas venir. Nous allons donc entamer cette discussion à trois. Alors à quoi est due cette crise? Est-ce que c'est parce que l'argent est devenu plus rare et plus cher pour les agriculteurs? Est-ce que c'est parce que les agriculteurs sont inquiets de leur avenir? À quoi attribuez-vous cette crise? Beaucoup d'agriculteurs avaient acheté au départ des tracteurs très, très faibles, enfin de puissance insuffisante. On considérait comme un tracteur agricole 25 chevaux par exemple. Oui. Ça fait sourire maintenant. Maintenant c'est une bicyclette. Tandis qu'au bout de quelques années, on s'est aperçu que les 25 chevaux, ou même 30 chevaux, ne remplissaient pas exactement tout l'office qu'on en attendait et qui ne permettait de faire que certains travaux. Il a fallu donc passer à une puissance supérieure et cette tendance à l'augmentation continue de la puissance se manifeste actuellement par des achats de tracteurs de 90 chevaux, 100 chevaux et 120 chevaux. Ce qui, personnellement, alors c'est un avis tout à fait personnel, dans bien des cas est une erreur. Justement, je crois qu'il faut revenir un peu sur ce que vous venez de dire. Est-ce que, à l'époque où on a commencé ce premier équipement, est-ce qu'on n'a pas voulu un peu trop faire un tracteur pour chaque exploitation, en sachant très bien que les exploitations étaient trop petites pour supporter un tracteur? Donc on a fait des tracteurs de faible puissance, donc fragiles. Oui. Et n'était-ce pas une erreur? C'était une erreur technique et économique, à mon avis, fondamentale, si j'ose dire. Parce que, justement, les tracteurs de faible puissance qu'on a voulu construire à destination des petites exploitations se sont révélés être les seconds ou troisièmes tracteurs des grandes exploitations. Mais en aucun cas, ça ne pouvait être un tracteur remplissant tout son office pour une petite exploitation.
parce que puissance trop faible, et qu'il ne permettait en fait de ne faire que certains travaux, et pas l'intégralité des travaux de l'exploitation. D'ailleurs, on a assez vite abandonné cette formule, sauf dans des cas spéciaux pour la vigne par exemple, mais c'est une catégorie de tracteurs tout à fait spéciale, et finalement on a renoncé à ces tracteurs de 16 chevaux, mais il y en avait même de 9 chevaux à l'époque. Je ne me rappelle plus d'ailleurs leur je nom. ne crois pas que c'était été voulu par qui que ce soit, Non. en fait. Non, je crois pas, C'est un problème de marché, et tout à fait au début de la mécanisation et de la motorisation, les agriculteurs allaient vers la machine et l'achetaient pour diminuer leur peine. C'était plus un bien de consommation pour améliorer leur situation, leur manière de vivre. Tandis que maintenant, c'est plus du tout le cas. Les exploitations qui étaient marginales à l'époque et qui pouvaient se contenter d'un petit tracteur n'existent pratiquement plus. Et on est actuellement en passe d'en perdre encore un certain nombre. Si bien que les tracteurs qui sont achetés maintenant sont des tracteurs qu'on achète en tant que bien d'équipement. Et on fait des comptes, on fait des calculs. Il y avait tout de même près de 3 millions d'exploitations au lendemain de la guerre en France. Il y en a 1,5 million aujourd'hui. Enfin, un peu plus. À peine plus. Hein. C'est un chiffre très, très instable. Donc est-ce que dans la crise actuelle, il n'y a pas au fond cette inquiétude des agriculteurs qui se demandent de quoi sera fait leur avenir? Le problème est tout de même de savoir si c'est l'inquiétude des agriculteurs pris dans leur ensemble ou bien s'il ne faut pas analyser un petit peu les différentes catégories d'agriculteurs. Dans bien des départements, il y a 60 à 80% des agriculteurs exploitants qui ont plus de 50 ans. Et par conséquent, ces gens-là vont passer difficilement à des investissements parce qu'ils n'auront pas le temps de les amortir. Hein. Quelques fois même plus de 60. Alors, en fait, ces agriculteurs-là ne participent plus au marché comme ils y participaient il y a 10 ans. Déjà, tout en restant exploitants. Donc sur le 1 500 000 exploitations officielles, il y en a peut-être seulement 1 million qui sont en ce moment en train de faire des investissements. Combien d'heures faut-il utiliser un tracteur par an pour que sa possession soit rentable sur une exploitation moyenne? Je pense qu'il est raisonnable de ne pas s'équiper d'un tracteur qui tournerait moins de 800 heures. Oui. Moins de 800 heures dans cette année? Oui, à 800 heures, c'est un minimum. Justement, c'est pas un peu le procès de la façon dont sont utilisés les matériels qui se trouve fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser plus en commun, M. Zermati? Oui, alors c'est pas le procès, si vous voulez. Le procès est un mot un peu trop grave, mais c'est une critique, disons. Au lendemain de la libération, vous vous rappelez la situation, bien qu'à l'époque vous étiez certainement très jeune, il n'y avait pas de matériel offert sur le marché. Il n'y avait plus non plus de cheptel qui avait été consommé à des fins strictement alimentaires. Et puis il y avait aussi une répugnance profonde des jeunes agriculteurs à mener la même vie que leurs parents, une vie, j'allais dire presque d'esclavage, de l'aube au crépuscule et quelquefois même la nuit, derrière des attelages d'animaux. Bon, ils ont voulu passer à la motorisation. Et on a acheté des tracteurs qui étaient alors, à l'époque, et Cochet l'a dit tout à l'heure, le symbole de la modernisation, le symbole de la modernisation, oui. Ils étaient rouges d'ailleurs à l'époque, enfin, les premiers Farmall. Oui, mais il y en avait aussi des gris, hein, qui étaient d'ailleurs... Ou des oranges, enfin ne citons pas de marque. Hein. Ben, il y avait une très grande variété de tracteurs de toute façon, et on achetait en fait ce que l'on trouvait. Et puis on s'est aperçu, et d'ailleurs dans le film que nous avons vu tout à l'heure, l'agriculteur a bien précisé que l'introduction du tracteur imposait un changement de spéculation, la plupart du temps. Un changement de culture. Un changement de culture, oui. Et surtout, à l'époque, on achetait un tracteur et puis on n'avait plus d'argent pour acheter le matériel adapté derrière. Il m'est arrivé de voir, il y a quelques années, Dieu merci, des simples panneaux de herse qu'un bourricot d'Afrique aurait traîné au petit toit derrière des tracteurs de 25 chevaux ou des charrues Brabant réversibles pour attelage animal qui étaient traînés par des tracteurs comme ça. À l'époque, le tracteur méritait son nom. C'était en fait un tracteur et non pas comme aujourd'hui c'était uniquement une sorte de centrale énergétique. C'était uniquement un instrument de traction qui, dans l'esprit de beaucoup d'acheteurs, était destiné simplement à remplacer les équipages et à gagner quelques hectares, parce que vous savez qu'un cheval consommait la valeur de 2 hectares, je crois, de récolte. C'était uniquement ça. Et puis on s'est aperçu en fait que
l'économie ou l'utilisation rentable du tracteur, c'était tout à fait autre chose. Parce que quand on achète un tracteur, il faut acheter tout le matériel qui va derrière. Et un exemple m'a été cité la semaine dernière d'un concessionnaire qui, recevant un client qui voulait acheter un tracteur de 6 millions d'anciens francs. Vous savez que dans la campagne, on parle encore en vieux français. Hein. Et il lui a déconseillé cet achat très, très intelligemment et très honnêtement, parce qu'il aurait fallu que l'acheteur achète encore 6 millions de matériel pour aller derrière ce tracteur. Alors ça, ce sont des choses qu'on a vues qu'à l'expérience, je crois. Hein. C'est au fur et à mesure des années que nous avons établi des normes d'utilisation. Plus que ça quand même, c'est que l'introduction d'un investissement dans un système de production amène avec lui d'autres investissements d'intensification des productions, de mobilisation de capitaux en capitaux circulants parce qu'on va mettre plus d'engrais, parce qu'on va augmenter la qualité du cheptel, etc., etc. Si bien que ce sont des investissements qui déclenchent en chaîne à la suite d'autres investissements pour devenir et rester rentables. Si bien qu'actuellement il y a une concurrence par rapport aux machines agricoles qui ont été la première étape, je dirais, de la modernisation de l'agriculture, concurrence avec des achats et des transformations de bâtiments. Actuellement, les élevages ou bien disparaissent ou bien augmentent de taille, et il faut faire véritablement des bâtiments tout neufs, qui sont très chers. Il faut acheter des animaux, il y a une capitalisation importante. Le mot de cet agriculteur qui disait « à quoi bon vivre pauvre pour mourir riche ?» Hein. Effectivement, il y a une capitalisation très très grande. On m'a cité un chiffre, à savoir qu'il y a 10 fois plus de capitaux nécessaires pour créer un emploi en agriculture que dans l'industrie métallurgique aux USA. Et on sait ce que représente l'industrie métallurgique aux USA. Vous deux qui connaissez bien l'agriculture, est-ce que c'est une crise, une mévente qui, à votre avis, va durer ou pas, Cochet? Bien, pour les tracteurs et pour les moissonneuses-batteuses, on est en période de renouvellement. Et même si les constructeurs font un peu de recherche technique et d'amélioration de ces appareils, on peut dire qu'ils sont bien au point et qu'on n'a plus grand-chose à attendre de miraculeux dans ces nouveaux matériels. Donc, renouvellement, et là je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas comme ça fait depuis plusieurs années, à savoir que les agriculteurs comptent, hein, et puis qu'ils renouvelleront leurs tracteurs dans les meilleures conditions économiques. Bien sûr. C'est tout. Il faut ajouter à ça qu'ils sont un peu plus équipés sur le plan de l'entretien du matériel et qui sont capables de mieux les conduire que lors du premier équipement. Et que les tracteurs sont peut-être plus solides aussi, non? Non, mais enfin on arrive, si vous voulez, par une éducation des agriculteurs à faire que ces tracteurs soient mieux entretenus, comme le disait Cochet, et par conséquent puissent faire 1 ou 2 années supplémentaires, au-delà, si vous voulez, de la période normale d'amortissement. Il en va de même d'ailleurs des moissonneuses-batteuses, encore que ce soit plus limité. C'est une bonne chose pour les agriculteurs, mais... C'est une très bonne chose pour les agriculteurs. Mais le bonheur des uns fait le malheur des autres, finalement. Oui. Bon, alors les gars, nous sommes réunis en Assemblée Générale. Vous savez tous qu'il y a 3 ans qu'elle est fondée. Là-dessus, il y a eu des bons moments l'année dernière. L'année de devant, c'était moyen. On a eu des sinistres. La première année, pas du tout. Cette année, ben, ma foi, on le verra par la suite. L'entraide entre paysans, c'est bien connu, existe depuis que l'agriculture nourrit les hommes. Qu'un agriculteur soit malade ou blessé, aussitôt voisins et parents sont là pour parer au plus pressé. Mais ce genre de coup dur ne prévient pas. Et dans le même temps, très souvent, les cultivateurs valides ont aussi leurs travaux urgents à assumer. Depuis la dernière guerre, on avait bien mis en place banque de travail, Puma, etc. Mais pour dépanner un paysan handicapé, c'était insuffisant. Pour la rendre plus efficace, il fallait donc structurer cette entraide. Dans l'Ouest, on a tenté une expérience il y a quelques années, expérience très concluante, puisque actuellement, une 60aine de communes sont couvertes en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique. Dans toutes les petites exploitations que nous avons dans la région, en général, il y a une personne, un chef d'exploitation qui est en général seul. Alors, quand il lui arrive un accident, une maladie, la maîtresse de maison se retrouvant toute seule avec les travaux, c'est dans l'impossibilité de les effectuer, quoi. Alors, c'est là que nous est venue l'idée de nous grouper pour donner le coup de main, quoi. Encore où le mari ou le chef d'exploitation, il
il est arrêté. On est obligé de se rendre compte qu'actuellement, dans nos fermes de polyculture de la région de Ségréen, il n'y a plus personne comme ouvrier à travailler dans les exploitations, quoi. L'exploitant se retrouve seul avec sa femme. Alors, si bien que si le gars tombe malade, si l'exploitant ou l'exploitante tombe malade, il n'y a plus personne pour assurer les travaux. Alors, on s'était donc penché sur une forme qui pouvait aider l'un ou l'autre dans les cas de maladie ou d'accident. Tous les agriculteurs n'adhèrent pas d'emblée, mais devant la souplesse et l'efficacité du mécanisme, rares sont les hésitants. Certaines mutuelles groupent 80, 90 et même 98% des exploitants dès leur création. Bien entendu, les réticents peuvent s'inscrire plus tard, mais des conditions spéciales, draconiennes presque, leur sont opposées. La cotisation est double et surtout, ils sont pénalisés d'une franchise de 4 à 6 mois avant d'être pris en charge. Est-ce qu'il y a une sorte de méfiance envers ceux qui n'ont pas voulu adhérer au départ? Méfiance, oui et non, mais enfin, de toute façon, du fait qu'il n'est pas venu le premier coup, c'est en conseil d'administration qu'on en décide. On le prend de plein gré ou on ne le prend pas. On a eu le cas il n'y a pas longtemps, un gars qui a été convoqué comme tout le monde il y a 3 ans. Ce gars-là a une hanche, comme bien des gens en ont aujourd'hui, il faut qu'il se fait opérer. Il me trouve il n'y a pas longtemps, il m'a demandé de rentrer à la mutuelle parce qu'il allait se faire opérer. En réunion générale, pas question, ça a été balancé. Ça y a pas, parce qu'il vient, ça n'est pas un truc social, lui, c'est un truc d'intérêt, lui. Il vient parce qu'il est pris. Il avait qu'à venir le premier coup. Lorsqu'un cas urgent se présente, pour vous, Président, est-ce que vous avez des problèmes pour lancer l'action? Absolument pas. Le secouru vient trouver le responsable, parce que nous sommes répartis par secteur dans la commune. Nous avons 5 groupes, et le responsable de chaque groupe a environ 6, 7 ou 8 exploitants dans son groupe, quoi. Alors, la famille du secouru vient trouver le responsable du groupe, et c'est ce responsable du groupe-là qui vient trouver le président de la mutuelle, et dont on met les moyens en action, quoi. Mais c'est toujours très efficace. On va contacter les gens du groupe qui doit se mettre en place, le premier groupe, et ça marche toujours très bien. Pour un cas très urgent, il vous faut combien de temps pour lancer l'action? En 2 heures, ça peut être fait. L'organisation des secours est telle que les travaux sont réalisés dans les meilleures conditions et toujours dans les délais. La plupart des agriculteurs handicapés que nous avons rencontrés nous ont affirmé que non seulement leur exploitation n'a pas souffert de leur arrêt forcé, mais que très souvent cette solidarité les a aidés à guérir plus rapidement. Quand vous avez vu vos voisins arriver faire votre travail à votre place, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ben, j'étais gêné, forcément. Et quand j'ai vu que ça marchait, ben, j'étais réellement content, forcément. Chez vous, monsieur, c'est votre épouse qui a dû s'arrêter. Ah oui, elle a été prise à l'appendice, il a fallu opération, alors il a fallu que je fasse le travail, évidemment, de la maison et tout, quoi, la traite des vaches et tout, quoi. Alors il y avait beaucoup de travail, et puis s'occuper des enfants, tout ça, quoi. Et vous, madame, qu'est-ce que vous avez ressenti devant cette solidarité en chaîne? Sur mon lit de clinique, j'étais heureuse de savoir que les voisins venaient aider à mon mari. Ça lui permettait d'être plus à l'aise et de pouvoir venir me voir, parce qu'il a été plusieurs jours d'abord sans y venir parce qu'il avait du travail. Puis pour les enfants, je savais que les enfants n'en souffraient pas et que le travail s'est fait dans de bonnes conditions. Je savais qu'à la maison, ça n'en souffrirait pas. Ni les enfants, ni mon mari. Et pour moi, c'était la moitié de ma guérison, sûrement, de savoir que le travail se faisait comme si j'y étais, quoi. Si vous n'aviez pas eu cette mutuelle, qu'est-ce que vous auriez fait? Ah ben, on n'aurait rien pu semer du tout, puisque moi-même, je ne pouvais pas le faire, au fond. J'ai jamais conduit le tracteur. Alors pour nous, c'était une chose vraiment valable, quoi. Et vous, monsieur, vous êtes responsable du quartier où monsieur était malade. Comment avez-vous organisé votre action? Eh ben, dès le soir où Mme Chauvin est venue voir, je suis venu voir le malade. Et de là, j'ai été voir chaque membre de mon groupe. Et à 9 h le soir, on avait une équipe d'organiser pour rouler le fumier dès le lendemain. Ensuite, deux autres membres du groupe sont venus labourer, faire le labour. Et on s'est arrangé de façon à ce que le voisin du malade reste disponible pour préparer le sol des terres labourées. Parce que lui, ayant 1 heure par-ci par-là, il avait moins de déplacements que nous
pour arranger la terre. Je crois que c'était la moitié de ma santé, moi, de savoir que mon travail se faisait comme ça. Parce que moi, coucher et puis voir que mon travail se faisait, c'était la moitié de ma santé. Parce qu'au début, j'y croyais pas. Je me disais, quand Christian m'avait parlé ça, bon, je dis, ça me servira-t-il, ça me servira-t-il pas? Puis réflexion faite, quand j'ai vu que ça m'était arrivé, ben, j'étais heureux de trouver ça, hein, c'est moi qui vous le dis. Alors, adhérent à la mutuelle, 1968. Comme vous avez pu le remarquer, les épouses des agriculteurs sont également dépannées, alors qu'à l'origine de ces mutuelles, seuls les chefs d'exploitation pouvaient bénéficier de l'aide. Mais on s'est rendu compte rapidement que l'arrêt de la ménagère avait autant d'importance que celle de l'agriculteur. Désormais, lorsqu'une femme est malade, son mari la remplace à la maison et ce sont ses travaux à lui qui sont assurés par les adhérents. De toute façon, dans l'un et l'autre cas, le travail est réalisé gratuitement. Seuls sont pratiquement à la charge des handicapés les dépenses de carburant des tracteurs. Dépenses 30 francs 09, reste en caisse 17 francs 95. Voilà. Bon alors, merci Francis. Maintenant, du moment qu'il nous reste 1795, on n'est peut-être pas obligé cette année de prendre une cotisation. Si la structuration de l'entraide, comme la conçoivent les agriculteurs que nous avons rencontrés, n'a d'autre objectif que de rendre plus efficace la parade au coup dur, bon nombre de responsables, forts de leur riche expérience, veulent aller plus loin. Moi, je crois que de toute façon, c'est sûr que nous avons encore beaucoup de travail à faire avec nos mutuelles. Je pense tout d'abord que pour démarrer, ça a été très bon parce qu'on vient en secourisme pour des accidentés ou des malades, mais il n'y a pas que cela. Ça a été pour nous aussi, si vous voulez, une sorte, enfin une manière de faire reculer l'individualisme qu'il y a dans nos campagnes, parce qu'il a été à un moment donné, si vous voulez, dans une certaine époque où on se connaissait à toute peine entre voisins, on regardait plutôt par-dessus l'œil pour voir ce qu'il y avait dans son champ, tandis que du moment qu'il y a un groupe qui vient travailler chez le secouru, il y a une coordination de travail, il y a une coordination d'esprit, une coordination d'idées, et ça permet un échange beaucoup plus large. Et je pense que même dans l'avenir, pourquoi pas, peut-être qu'on pourra même créer une mutuelle d'entraide pour vacances, pour loisirs, comme vous venez de le dire, parce que, après tout, à partir du moment où on se connaît bien, on sait le travail qu'il y a à faire, où il y a plus de diversité, si vous voulez, entre agriculteurs, eh bien, il n'y a pas de problème, quoi. C'était Télévillage. Télémidi Bourse maintenant, Gérard Vidalange faut nous donner les cours de la Bourse de Paris, et aussi un commentaire sur la nouvelle orientation de la Caisse des dépôts vers des financements plus importants de l'industrie et du commerce français à partir des fonds dont dispose la Caisse des dépôts. À vous, Gérard Vidalange. Oui, c'est tout à fait vrai ce que vous disiez à l'instant, Jean Lanzy. Notre première institution financière développe ses interventions en bourse par l'achat d'actions et d'obligations. Et en 70, le montant s'est élevé à 3 milliards. C'est un chiffre tout de même assez considérable, un montant qui est le double de celui de 69. Et ces interventions ont représenté environ 3% des transactions à la Bourse de Paris. C'est donc un rôle assez considérable que la Caisse des dépôts joue précisément en faveur du financement de l'industrie et du commerce. Les cours aujourd'hui, eh bien, malheureusement, ce sont des cours en légère baisse. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de monde à la Bourse de Paris, c'est la période estivale, mais tout de même, c'est un marché qui est suivi, qui est surveillé. Il y a plusieurs cours, ce qui montre tout de même une certaine animation, mais des baisses aujourd'hui, Financière de Paris, Banque de l'Indochine, Crédit Foncier, des écarts malgré tout assez modérés. Le printemps, en revanche, accuse une baisse un peu plus sensible. Il y a peu d'opérations financières, surtout des distributions d'actions gratuites. Je vous avais parlé hier de celle de L'Oréal. Eh bien, le comptoir des entrepreneurs va distribuer une action gratuite pour 10 et ensuite les actions seront divisées en deux. Il y a un emprunt important qui est placé, qui est celui de Finextel, un emprunt de 220 millions au taux rémunérateur de 8,75%. Il est intéressant de signaler que c'est la première fois que les capitaux privés aident à l'édification des équipements téléphoniques en France. En effet, la société a inauguré en avril le premier central téléphonique financé à partir de capitaux privés. Finextel a conclu un contrat avec les PTT. Eugene Kuhlmann en progrès de 20 centimes, alors que Béguin est en baisse, ainsi que BSN 2 francs. Voici du reste deux tableaux de baisse, avec un échantillon de valeurs pris dans différents secteurs. L'Union de crédit pour le bâtiment, l'UCB, perd 5 francs. Voici d'autres cours.
Chers, Poliette, auxiliaire d'entreprise dans le domaine des travaux publics, perd aujourd'hui 6 francs 10 et même, vous voyez, le CIC, le grand établissement de crédit, à 306, rejoint le cours de 300 francs. Galeries Lafayette, un exemple tout de même de type qui se détache, qui sort un petit peu de la grisaille. L'Aquitaine à 629. On parle de la nomination d'un nouveau président à la tête des pétroles d'Aquitaine. On a avancé le nom de M. Coup de Murville, l'ancien président du Conseil, mais ceci est un bruit, n'a pas été encore confirmé. Des hausses, en dehors des Galeries Lafayette, eh bien, il y a la Nobel, le BHV, le Sieur, Bail Équipement et l'Union financière et minière qui a détaché aujourd'hui un coupon de 15 francs, comme vous le voyez, a rattrapé une partie de son dividende. Les chiffres d'affaires du premier semestre sont annoncés progressivement. Moulinex, qui avait baissé hier, eh bien, a annoncé une augmentation de 16% de ses ventes pour le premier semestre, donc une année qui s'annonce assez bonne pour cette société. L'Azote, une baisse sensible, aujourd'hui 938, c'était donc la tendance d'aujourd'hui. À vous, Jean Lanzy. C'était les nouvelles, il est 13h56 et quelques 35 secondes. Bon après-midi.